Volkswagen vient d'annoncer des fermetures d'usines en Allemagne, une première depuis 87 ans. Stellantis saigne 2 milliards d'euros par trimestre. Jaguar abandonne tous ses modèles actuels pour courir après des clients qui n'existent pas. Mais voilà ce que personne ne raconte. Parmi ces marques en difficulté, certaines ont de vrais plans de survie qui peuvent fonctionner. Et d'autres prennent des décisions tellement catastrophiques qu'elles signent leur propre disparition, en direct. Aujourd'hui, on va décortiquer 7 marques automobiles européennes en mode survie. Ce que chacune fait réellement pour rester en vie, ce qui a une chance de marcher, et ce qui ressemble à un suicide d'entreprise déguisé en innovation. Le marché automobile européen ne fait pas que souffrir, il est en train de s'effondrer structurellement. Les immatriculations restent à 18% sous les niveaux d'avant la pandémie. Les constructeurs chinois contrôlent déjà plus de 10% du marché des véhicules électriques, et ça continue de grimper. Les coûts de fabrication ont augmenté d'environ 40%, pendant que le pouvoir d'achat des consommateurs baisse. Dans ce chaos, toutes les marques ne vivent pas la même histoire. Certaines opèrent des retraites calculées qui peuvent préserver leur avenir. D'autres doublent la mise sur des stratégies qui contredisent la réalité du marché. Et quelques-unes sont tellement dans le déni que des documents internes montrent des dirigeants déjà en train de préparer des sorties. La différence entre survivre et disparaître tient souvent à une seule chose: reconnaître le réel ou courir après un fantasme. On va donc examiner 7 marques au carrefour et les décisions qui détermineront si elles existent encore en 2030. Avant d'attaquer marque par marque, il faut comprendre le terrain. L'industrie automobile européenne subit en même temps des pressions qui ne s'étaient jamais additionnées de cette façon. D'abord, l'étau réglementaire. Les objectifs d'émissions de l'UE pour 2025 imposent une moyenne de flotte à 93,6 grammes par kilomètre de CO2 contre 95,9 grammes par kilomètre. Si vous ratez la cible, l'amende tombe. 95 € par gramme au-dessus de l'objectif, par véhicule vendu. Pour des constructeurs à gros volume, ça peut représenter des milliards de pénalités. Ensuite, le comportement des consommateurs. L'Européen moyen garde désormais sa voiture 12 ans, contre 8 ans il y a 10 ans. Ce n'est pas juste de la prudence économique, c'est une réponse rationnelle à des voitures qui coûtent plus cher sans offrir une valeur proportionnelle. Quand une Volkswagen Golf neuve coûte 35 000 €, garder sa voiture actuelle devient mathématiquement logique. Et puis la concurrence chinoise, elle n'arrive pas, elle est déjà là. BYD, MG et d'autres proposent des véhicules qui égalent la qualité européenne avec 30 à 40% de prix en moins. L'avantage technologique qui justifiait les premiums européens s'est évaporé. Batterie, intégration logicielle, efficacité industrielle. Les constructeurs chinois dominent désormais des catégories que l'Europe croyait maîtriser. Dans cet environnement, 7 marques prennent des décisions qui vont définir leur survie. Certaines peuvent y arriver, d'autres non. Smart occupe une position étrange, une marque qui avait résolu un problème que l'Europe n'a plus et qui essaie maintenant de devenir quelque chose de totalement différent. La Smart Fortwo, d'origine, était une idée brillante pour un moment précis. Des centres-villes européens ultra denses, avec un stationnement impossible. 2 places, un gabarit minimal, suffisant pour l'urbain. Il y avait un vrai market fit. Sauf que ce marché a changé. Les centres-villes ont des péages urbains, des zones à faibles émissions, des transports publics plus efficaces. Les gens qui avaient besoin de micro-voitures prennent maintenant le train, le vélo ou travaillent à distance. La base client historique de Smart a, en grande partie, abandonné la voiture. Tout court. La réponse a été un pivot. Des SUV électriques construits en Chine via une joint venture. Les Smart numéro 1 et numéro 3 sont des véhicules compétents, mais ils se battent dans un segment saturé contre des alternatives établies. Et Smart n'y possède quasiment aucune equity de marque. La stratégie de survie ressemble à de la mathématique du désespoir. Smart a vendu environ 35 000 véhicules en Europe en 2024, correct pour l'ancienne formule microcar, insuffisant pour amortir l'investissement nécessaire afin de construire une marque SUV à partir de zéro. Le pari, c'est que l'héritage Mercedes-Benz, Smart était à l'origine un projet Mercedes, apporte assez de crédibilité pour se mesurer à Volkswagen, Hyundai et aux nouveaux entrants chinois. Le diagnostic honnête, c'est que Smart peut survivre comme une sous-marque de Geely, vendre de bons EV chinois, emballés avec un positionnement européen. Mais Smart comme force automobile indépendante, c'est terminé.
La marque existe parce que Geely veut un accès au marché européen et Mercedes veut se débarrasser d'un problème. Est-ce que ce mariage peut produire un business durable? Franchement, c'est incertain. Probabilité de survie, 50 sur 50. Le soutien chinois apporte des moyens, mais le positionnement est faible et l'identité est confuse. DS existe parce que des dirigeants de Stellantis ont regardé les marges de BMW et se sont dit « Nous aussi, on veut ça ». Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'une marque premium ne se fabrique pas dans un service marketing, ça se gagne sur des décennies. Le problème central, c'est l'identité. Demandez à quelqu'un ce que représente DS. Vous aurez des regards vides. La marque s'est séparée de Citroën en 2015. Mais 9 ans plus tard, la plupart des acheteurs européens ne savent même pas qu'elle existe. Ceux qui le savent ne peuvent pas expliquer clairement pourquoi ils choisiraient DS plutôt qu'une allemande installée. Les ventes racontent l'histoire d'une marque qui cherche des clients, qui ne sont pas là. Le DS7 se place face au BMW X3 et à l'Audi Q5. Des véhicules avec des décennies de capital de marque et de différenciation technique réelle. DS, en face, propose des phares différents et une horloge chic sur la planche de bord. Ce n'est pas une proposition de valeur. Le réseau de distribution reflète la réalité. La plupart des points de vente DS sont un coin d'un showroom Citroën avec quelques voitures que les vendeurs ne sont pas formés à vendre. Les vrais showrooms DS dédiés que Stellantis imaginait ne se sont jamais généralisés, parce que les volumes ne justifiaient pas l'investissement. La suite logique, c'est l'absorption, pas l'extinction. DS va probablement devenir ce que la marque aurait toujours dû être, une finition premium sur des produits Citroën plutôt qu'un pseudo-concurrent du luxe. Le nom peut survivre. La stratégie de marque premium indépendante, non. Pour les propriétaires DS actuels, l'entretien continuera via les réseaux Citroën avec des pièces et plateformes partagées. Pour un acheteur, il faut comprendre que vous achetez un véhicule dont le support marque peut ne plus exister tel quel d'ici 5 ans. Probabilité de survie, 25%. Quelque chose appelé DS continuera. Le positionnement premium indépendant, non. La Giulia est la meilleure berline sportive de sa catégorie en comportement routier. Les tests indépendants le confirment. Les journalistes le confirment. Les rares propriétaires le confirment. Le problème, c'est que presque personne ne l'a acheté. Alfa Romeo illustre une vérité douloureuse. Qualité, produit et succès commercial. Ce n'est pas la même chose. Les voitures sont vraiment excellentes. L'ingénierie est sophistiquée. Le plaisir de conduite est spécial. Et ça ne pèse pas lourd quand vos volumes annuels équivalent à ce que BMW écoule en quelques semaines. Le tonal était censé tout changer. Un SUV compact dans le segment le plus porteur, avec des options hybrides, un prix compétitif. Sur le papier, le produit parfait. Sauf qu'il se vend à environ un dixième des leaders de segment comme le Mazda CX-5. Le véhicule sauveur se comporte comme tous les Alphas, adoré par ceux qui l'achètent, ignoré par la majorité. Stellantis annonce de gros investissements dans l'électrification d'Alfa. Les flux réels vers les programmes de développement racontent une autre histoire. Les calendriers glissent. Le nouveau grand SUV est retardé. La prochaine génération de Giulia est incertaine. Le schéma ressemble davantage à une gestion de déclin qu'à un financement de renaissance. Le réseau s'est contracté fortement sur la dernière décennie. La plupart des points restants sont des installations partagées avec Fiat ou Jeep. L'expérience Alpha dédiée, celle que les passionnés veulent, n'existe pas dans la majorité des marchés, faute de volume. Ce qui se profile, c'est une absorption des compétences design et ingénierie d'Alpha au profit d'autres marques Stellantis. Le nom pourrait finir sur des variantes performance de produits plus grand public. Peut-être 1 ou 2 véhicules spéciaux par décennie pour maintenir la légitimité de la marque. Mais Alfa Romeo comme constructeur sportif autonome, la base commerciale n'existe plus depuis 20 ans. Pour un acheteur qui veut une vraie voiture de conducteur, c'est précisément le paradoxe. Ce sont des voitures spéciales, parfois à des prix remisés. Il faut juste intégrer le contexte de propriété et inclure l'incertitude de marque dans vos attentes. Probabilité de survie, 35%. Le badge survie. Le constructeur sportif indépendant, probablement pas. Lancia a gagné plus de championnats du monde des rallyes que n'importe quel autre constructeur. La Delta intégrale, la Stratos, la 037.
Des voitures qui définissent l'excellence en compétition. Aujourd'hui, Lancia vend des Fiat rebadgés à des acheteurs italiens qui se souviennent de ce que le logo signifiait. Le déclin n'est pas récent, il s'étire sur 40 ans. Lancia n'a pas sorti un véhicule réellement compétitif depuis les années 1990. La marque s'est repliée sur l'Italie, puis à l'intérieur de l'Italie sur un seul modèle, et a vu ce modèle tomber dans l'insignifiance. La Renaissance, annoncée par Stellantis, ressemble à deux autres Renaissances annoncées depuis 2010. À chaque fois, nouveau modèle, expansion, retour de la gloire. À chaque fois, rien. À part des communiqués, puis une nouvelle annonce expliquant que l'annonce précédente n'aurait pas lieu. La nouvelle Y électrique est la dernière tentative. Les premières ventes semblent suivre le même scénario. Beaucoup de bruit, peu de revenus. Le marché italien, à lui seul, ne peut pas faire vivre un constructeur. Et Lancia n'existe quasiment nulle part ailleurs. Ce qui maintient Lancia en vie, c'est l'inertie bureaucratique. Fermer la marque créerait une mauvaise presse en Italie, un marché que Stellantis veut préserver pour Fiat. Conserver la marque ne coûte presque rien, donc elle reste dans une forme d'animation suspendue, ni vraiment vivante, ni officiellement morte. Dans les faits, les plateformes sont partagées avec Fiat, donc entretien et pièces passent par les réseaux Fiat. La valeur de revente est déjà très faible et le restera, quels que soient les discours officiels. Probabilité de survie, 20%. Le badge reviendra de temps en temps sur des produits Stellantis. Une activité industrielle Lancia significative, quasiment non. Maserati est sur le point de tourner le coin depuis 20 ans. Tous les quelques années, nouveau CEO, nouvelle stratégie, nouvelle promesse. La Ghibli devait démocratiser le luxe italien. Le Levante devait capter la vague SUV. La MC20 devait restaurer l'héritage course. Le Grecale devait enfin apporter du volume. Rien n'a fonctionné. Les ventes européennes de Maserati se comptent en milliers, plus proches d'un horloger boutique que d'un constructeur. Bentley, qui facture environ le double par voiture, vend plus que Maserati. Ce n'est pas un positionnement, c'est une anomalie statistique. Le problème de décote révèle ce que les acheteurs pensent réellement. Les Maserati d'occasion s'effondrent en valeur plus vite que presque toutes les concurrentes. Une Ghibli de 3 ans peut perdre les 2/3 de sa valeur, pire que des voitures qui coûtent une fraction du prix. Même la MC20, censée être un supercar collectible, a perdu de la valeur rapidement depuis son lancement. Quand les acheteurs ne croient pas à l'avenir de ta marque, ils le mettent dans le prix de revente. Le Grecale était censé attaquer le Porsche Macan. En réalité, il se bat pour l'attention contre l'Alfa Tonal, qui partage sa plateforme et coûte nettement moins cher. Quand ton propre cousin industriel te sous-cote avec quasiment le même produit, ta stratégie prix est morte. Stellantis s'est déjà retiré d'anciens engagements d'investissement sur Maserati. Le successeur électrique de la 4 portes est annulé. Les investissements de plateforme partent ailleurs. Le signal est clair. La direction semble avoir conclu que Maserati n'est pas réparable et qu'il faut gérer un déclin ordonné. Qu'est-ce qu'il reste? Le nom Maserati a de la valeur. Des éditions spéciales de produits Stellantis, peut-être quelques Halo-Car, pour maintenir le prestige et la marque déposée. Mais Maserati comme constructeur de luxe indépendant qui rivalise avec Porsche et Bentley. Ce film s'est terminé il y a longtemps. Probabilité de survie, 30%. Le Trident survit sur des produits futurs. La fabrication de luxe indépendante, non. Jaguar tente la transformation de marque la plus radicale de l'histoire automobile. Ils ne mettent pas à jour leur gamme. Ils l'abandonnent entièrement. Tous les modèles actuels disparaissent. La base client construite pendant des décennies est, volontairement, laissée de côté. Et la stratégie de remplacement vise un acheteur complètement différent, qui n'existe peut-être pas. La trajectoire actuelle est objectivement mauvaise. Les ventes sont passées d'environ 181 000 unités en 2018 à moins de 70 000 en 2024. La F-Type est terminée. Les berlines ont disparu. l'E-Pace n'a pas trouvé son public. Et fin 2025, les concessions Jaguar n'auront pratiquement rien de nouveau à vendre en attendant que l'avenir électrique arrive. La nouvelle stratégie vise l'ultra-luxe électrique à des prix à 6 chiffres. Le concept Type 00 montre la direction. Design spectaculaire, positionnement exclusif, tarifs qui visent Bentley plutôt que BMW. La direction explique que c'est la seule voie viable. Jaguar ne peut pas rivaliser en volume avec les Allemands, ni battre les Chinois sur le rapport valeur-prix.
donc il ne resterait que l'exclusivité. L'argument inverse est simple. Les clients Jaguar d'aujourd'hui achetaient des XF et des F-Pace autour de 40 à 60 000. Ils ne peuvent pas, majoritairement, basculer vers des voitures à plus de 100 000 livres. Le marché ultra-luxe est petit, ultra-compétitif, dominé par des acteurs installés. Construire la crédibilité dans ce segment prend en général des décennies. Le réseau de distribution est menacé. Jaguar prévoit de réduire fortement le nombre de points physiques et de remplacer les concessions classiques par des Experience Centers façon boutique. Des centaines de concessionnaires ayant investi dans des infrastructures Jaguar risquent de fermer sans transition claire. Land Rover, la marque sœur rentable, s'en éloigne activement. Sites séparés, identités séparées, futurs séparés. Quand ton propre frère industriel te traite comme un boulet, le message est limpide. Verdict honnête. Oui, ça peut marcher. Quelques véhicules exceptionnels, vendus à un petit nombre de clients très fortunés, pourraient maintenir Jaguar comme constructeur boutique. Mais le risque d'exécution est énorme et la marge d'erreur est quasiment nulle. Probabilité de survie, 40%. Le pari peut payer. Les probabilités ne sont pas favorables. L'histoire la plus lourde de conséquences n'est pas une marque en particulier. C'est l'entreprise qui en possède la moitié sur cette liste. Stellantis a des problèmes structurels que la réduction de coûts ne peut pas résoudre. La fusion de 2021 entre PSA et Fiat Chrysler devait créer des synergies, mutualiser l'ingénierie, partager les plateformes, réduire les frais. Sur le papier, ça se tient. Dans l'exécution, c'est beaucoup plus compliqué. Le problème fondamental, c'est la prolifération de marques. Stellantis gère plus de marques que n'importe qui, tout en vendant moins de voitures par marque. Toyota fonctionne efficacement avec 3 marques. Volkswagen gère sa complexité grâce au volume. Stellantis maintient des identités séparées, des campagnes marketing séparées, des réseaux de distribution séparés, pour des marques qui souvent se cannibalisent sur des plateformes partagées. Les ventes européennes ont baissé d'environ 15% depuis la fusion. Le cours de l'action a chuté de plus de 40% depuis les sommets post-fusion. Le changement de direction ajoute une couche d'incertitude. Carlos Tavares, le CEO qui a construit la fusion, est parti fin 2024 et ceux qui restent doivent gérer des décisions qu'ils n'ont pas forcément conçues. La charge de dette est lourde, même si les chiffres exacts varient selon les méthodes de calcul. Ce qui est certain, c'est que Stellantis a moins de flexibilité financière que des concurrents plus sains. Et quand le marché se dégrade, les groupes très endettés souffrent plus vite et plus fort. La trajectoire la plus probable, c'est une consolidation par nécessité, plus que par choix. Peugeot et Citroën ont de vraies positions marché à préserver. Fiat garde une importance culturelle en Italie. Jeep et Ram ont des identités nettes en Amérique du Nord. Le reste est face à des questions brutales. DS, Lancia, Alfa Romeo, Maserati. Des marques qui consomment des ressources sans générer des retours proportionnels. Certaines seront absorbées, d'autres pourraient être vendues. D'autres pourraient simplement disparaître progressivement. Pour les consommateurs, cela crée une incertitude à l'échelle du groupe. Même des marques Stellantis, solides, subissent le risque lié à la santé du groupe. Disponibilité des pièces, garantie, réseau d'entretien, tout dépend d'une stabilité corporate qu'on ne peut pas garantir indéfiniment. Probabilité de survie de Stellantis telle quelle, 30%. Quelque chose appelé Stellantis existera probablement en 2030. Mais que ce soit l'entreprise d'aujourd'hui, avec 14 marques et une production européenne comparable, c'est loin d'être sûr. 7 marques en lutte, avec des chances allant du pile ou face au presque désespéré. Et les schémas se répètent. Les marques sans différenciation réelle meurent. Le premium exige une technologie exclusive ou un héritage profond, idéalement les deux. La production de masse exige une échelle que la plupart des marques européennes n'ont plus. Le milieu, où beaucoup vivaient, des produits corrects à un prix correct, n'existe plus quand les constructeurs chinois proposent mieux en valeur. Voici les niveaux de survie tels qu'ils se dessinent. Smart peut tenir grâce au soutien chinois. Jaguar joue un kit ou double à haut risque. Alfa Romeo reste la marque des passionnés, mais sans volume. Maserati, avec un héritage sans pertinence moderne, est probablement fini. DS n'a pas de position marché. Lancia n'a plus grand-chose à sauver. Et le Joker, c'est Stellantis lui-même. Trop gros pour disparaître, trop fragile pour continuer sans se transformer.
Pour un acheteur, ces trajectoires comptent. Acheter une marque en difficulté, c'est accepter une incertitude sur l'entretien futur, les pièces, la valeur de revente. La voiture peut être excellente. Alpha prouve que la qualité peut coexister avec l'échec commercial. Le conseil le plus honnête, si vous achetez l'une de ces marques, faites-le avec des attentes réalistes. Votre expérience de propriétaire dépendra de décisions corporate qui vous échappent. Et cette incertitude doit entrer dans votre calcul. L'industrie automobile européenne est en restructuration violente. Certaines marques survivront, d'autres non. Savoir lesquelles aide à prendre des décisions que vous ne regretterez pas. Laquelle, selon vous, mérite de survivre? Vous en avez possédé une? Dites-le en commentaire. Votre expérience aide les autres à comprendre la réalité de propriété, au-delà des communiqués officiels. Et si vous voulez plus d'analyses qui séparent le marketing de la vérité dans l'industrie auto, abonnez-vous à la chaîne. Ici, le but est simple, vous aider à prendre des décisions éclairées.